Un roman, c'est quelque chose qu'on appelle un roman. Ce qui définit le roman, du commencement du roman jusqu'à aujourd'hui, c'est la liberté totale. Presque tout peut être un roman. Je dirais encore que c'est le lecteur qui fait le roman. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le 19e siècle, on a une vision trop restreinte de ce que c'est un roman. Trop étroite de ce que c'est un roman. Parce que le 19e siècle a inventé une forme de roman avec un grand succès. On a fait des chefs-d'œuvre et tout ça. Non? Mais c'est-à-dire le roman, Flaubert, Dickens, blablabla. Mais il y a une vision plus libre du roman, que c'est celle intérieure, où le roman c'est tout. C'est-à-dire le roman mange tout. Le roman peut, oui, c'est comme un monstre omnivore qui peut manger tous les autres genres. C'est-à-dire l'histoire, la poésie, l'essai, la philosophie, tout, le théâtre, absolument tout. Et alors, ça c'est ma définition du roman. C'est-à-dire, je crois que le roman doit récupérer une liberté que, en partie, il a perdue par le triomphe de cette forme du roman qui dit, bon, le roman du 19e siècle, c'est une histoire où on raconte une passion, une série de passions, de la forme plus rapide, plus claire et tout ça. Mais le roman peut être beaucoup d'autres choses. Le Pont Aveugle, c'est un lieu qui est au centre de certains romans, pour commencer de mes romans, mais aussi d'une grande tradition du roman, à travers lesquels on ne peut pas rien voir. Mais le paradoxe constitutif de ce roman, c'est que c'est précisément à travers de ces points aveugles, à travers lesquels le roman voit. C'est-à-dire, c'est précisément à travers de cette obscurité centrale, à travers laquelle le roman nous illumine. C'est précisément à travers de ce silence central, qui est au corps du roman, à travers lequel le roman nous parle, devient éloquent. C'est-à-dire, bon, on pourrait le dire d'une autre façon, plus claire, moins abstraite. Les romans du Pont Aveugle sont exactement le contraire d'un roman policier conventionnel. C'est-à-dire, le roman policier, qu'est-ce qu'il fait? Il y a au commencement une question, qui a fait ça ou ça, et alors tous les romans, c'est une quête pour répondre à cette question. Et à la fin du roman, on sait qui a tué la femme, a été son mari, a été son ami. C'est ça la réponse de la question. Dans le roman du Pont Aveugle, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, au commencement du roman, il y a une question, qui a fait ça ou qui a... Et tous les romans, c'est effectivement une quête de réponse à cette question. Mais à la fin, quelle est la réponse? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est la quête même d'une réponse. La réponse, c'est le livre même, la quête même. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse claire, taxative, univoque, mais une réponse ambiguë, une réponse équivoque, une réponse polyédrique, une réponse ironique, c'est-à-dire la question même, c'est la réponse, c'est-à-dire le livre même. C'est-à-dire, à la fin, c'est le lecteur qui a la vraie réponse. C'est-à-dire, le roman de Pont Aveugle pose la réponse dans les mains du lecteur. C'est-à-dire, les romans du Pont Aveugle, ce sont des romans qui ont une ambiguïté centrale, un paradoxe central, une ironie centrale, qui arrive partout dans les livres. Pour moi, il n'y a pas de la littérature sans ambiguïté. Et le roman de Pont Aveugle, ce qui fait, c'est poser l'ambiguïté dans le centre du roman. Et ça commence avec le meilleur roman que je connais, le premier roman moderne, qui s'appelle Don Quichotte, et arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, Don Quichotte, qu'est-ce que c'est la question de Don Quichotte? C'était facile. Don Quichotte est fou ou il n'est pas fou? C'est ça la question centrale. Et pendant tous les romans, nous étions, il est fou, il n'est pas fou.
Et à la fin du roman, oui, effectivement, Don Quichotte c'est complètement fou. Mais complètement fou, il devrait être dans un psychiatrique, sans doute. Mais en même temps, il est l'homme plus sage, plus intelligent et plus lucide du monde. Il parle de la justice, de tout. Ah, c'est ça le point aveugle, cette ambiguïté centrale. Don Quichotte, c'est un homme. Et cette ambiguïté arrive partout dans ce livre génial. Don Quichotte, c'est un homme ridicule, comique, on rit de lui, mais en même temps, c'est un héros tragique. C'est un héros, c'est un personnage tragique. Et alors, ça commence avec ça commence avec Don Quichotte et arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, mes romans, c'est comme ça toujours. Encore mon roman plus lu, c'est un livre qui s'appelle Les soldats de Salamine, qui est un livre sur un homme. La question c'est très simple, pourquoi un soldat républicain n'a pas tué un Girac fasciste à la fin de la guerre civile espagnole? Et alors il y a un journaliste qui s'appelle Javier Cercas qui est en train de savoir, il veut savoir pourquoi. Pourquoi cet homme a épargné la vie d'un autre homme qui était son ennemi et qui était responsable de crimes et tout ça. Et tous les romans, c'est une quête pour savoir pourquoi il a épargné sa vie. Et à la fin, on ne sait pas. À la fin, on ne sait pas pourquoi il a épargné sa vie. À la fin, on ne sait pas si les soldats qu'il trouve à la fin du livre, c'est vraiment les soldats qui a sauvé la vie de cet homme. C'est le lecteur qui a la réponse, parce que sans lecteur, il n'y a pas de littérature. C'est une conviction très forte pour moi. C'est le lecteur qui fait la littérature. C'est le lecteur. C'est-à-dire, Joseph Conrad disait, la moitié du livre l'a fait l'écrivain, l'autre moitié l'a fait le lecteur. Sans lecteur, la littérature est morte. Alors, le point aveugle permet, cette ambiguïté centrale, permet que le lecteur s'approprie du livre, que ce livre soit son livre, et qu'il l'interprète à sa façon. Oui, sans doute, pourquoi pas. Si la première leçon de Cervantes et la première règle du roman comme genre, c'est la liberté totale, et c'est comme ça. C'est-à-dire, ce que Cervantes nous a dit, c'est « vous pouvez faire ce que vous voulez ». Et ça a été une révolution totale, mais totale. Et je ne suis pas sûr qu'on a été loyal à cette leçon. C'est-à-dire, j'insiste, on a une vision trop étroite du roman. Et ce que Cervantes a dit, c'est « vous pouvez faire ce que vous voulez ». Et pourquoi pas faire un roman sans fiction? Qui a dit? C'est vrai que la règle du roman, normalement, c'est ça. Doit être une histoire fictionnelle. Mais pourquoi? Je ne vois pas la nécessité. C'est-à-dire, le roman, c'est un genre qui seulement doit respecter ses propres règles. Chaque roman, ses propres règles. Le romancier, dans chaque roman, pose ses propres règles. Et pourquoi pas faire une règle qui dit pas de fiction? Si ça, c'est plus efficace. Par exemple, ça, je ne dis pas que ça doit être général, que le roman ne doit pas avoir fiction. Non, non. Si c'est meilleur, pourquoi pas fiction? Mais sinon, par exemple, le mon dernier roman s'appelle L'imposteur. Et c'est un roman sur... Vargas Llosa a dit c'est le plus grand imposteur de l'histoire. C'est-à-dire, c'est un homme qui a inventé pas seulement le fait il disait qu'il avait été en camp de concentration allemand, mais en fait, il a inventé toute sa vie, du commencement à la fin. C'est-à-dire, cet homme, c'est une fiction ambulante. En vraie fiction, non, c'est comme ça. Et alors, quand j'ai découvert ça, je dis, mais bon, il n'a pas de sens écrire une fiction sur une autre fiction. Ça serait redondant, ça serait littérairement irrélevant. C'est que ça pourrait être intéressant, serait organiser dans le livre une bataille entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire entre la fiction qu'il a inventée, la vie héroïque, sentimentale, blablabla, qu'il a inventée, et la réalité prosaïque qu'il a vécue, vraiment. Et alors j'ai décidé que j'écrirais un roman sans fiction. Sans fiction. Pourquoi? Parce que c'était plus efficace. Parce que c'était meilleur du point de vue littéraire. Et pourquoi pas le faire? Mes derniers livres,
je dirais, bon, peut-être tous mes livres sont une investigation sur qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est un acte héroïque, qu'est-ce que c'est un héros. Et je n'ai pas une réponse taxative. Peut-être si j'aurais une réponse taxative, je n'écrirais plus. Le Monde, le journal Le Monde m'a demandé un jour, m'a fait un jour une question très étrange. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que vous pouvez écrire une page sur la parole plus importante pour vous? J'ai dit c'est vraiment étrange, parce que pour un écrivain, toutes les paroles sont importantes. Mais j'ai fait comme ça, au téléphone, et j'ai dit oui, je sais quelle est la parole plus importante pour moi. Et la parole plus importante pour moi, c'est non. Et j'ai écrit un texte où je disais tous les protagonistes de mes romans sont des hommes qui veulent dire non. Et les vrais héros de mes romans, et il y a de ces héros, sont des hommes qui disent non. Le texte commençait avec le commencement de l'homme révolté de Camus. Qu'est-ce que c'est un homme révolté, dit Camus? C'est un homme qui dit non. Et tous les protagonistes de mes livres sont des hommes qui disent non ou qui veulent dire non et ne sont pas capables de le faire. C'est-à-dire, par exemple, le soldat de Salavie, c'est un homme qui doit tuer un homme à la fin de la guerre, quand tous les événements conspirent pour que cet homme tue cet homme, son ennemi, et il décide de ne pas le faire. Ou dans l'anatomie d'un instant, on trouve un autre homme, un président du gouvernement, qui, dans le dernier coup d'État en Espagne, 1981, 23 février, les putschistes arrivent au Parlement en tirant pam, et quand tout le monde va par terre, il décide de ne pas aller par terre. Et alors, l'épigraphe de l'anatomie d'un instant, que c'est de Dante, qui dit, Dante parle d'un pape qui avait dit non, qui avait laissé le papa. Il dit colui qui fece il gran rifiuto, c'est-à-dire celui qui a dit les grands non. Ça, cet épigraphe sert à tous mes livres. C'est-à-dire, il y a un poème de Cavafis, le grand poète grec, qui dit à tout le monde arrive le moment du grand oui ou du grand non. Et Cavafis dit, et j'ajoute, celui qui dit oui, apparemment se sauve. Et celui qui dit non, apparemment se condamne. Mais la vérité, c'est exactement le contraire. Celui qui dit non, c'est celui qui se sauve. Ce soldat qui ne tue pas son ennemi se sauve, moralement. Et cet homme qui dit non quand on tire sur lui, se sauve. Et en certain sens, nous sauve à tous. Je dirais que l'histoire apparaît dans mes livres quand j'étais un peu vieux, quand j'avais 39 ans. Mais avant, l'histoire, c'était secondaire. Et je ne sais pas pourquoi j'étais intéressé à l'histoire. Je n'écris pas de romans historiques. Je n'aime pas l'idée du roman historique. Je ne suis pas intéressé à l'histoire à elle-même. Je n'ai pas un intérêt archéologique à l'histoire. J'ai un intérêt au dialogue entre les présents et les passés. C'est ça qui m'intéresse à moi. Je crois, vous savez qu'on vit dans une époque paradoxale. On a sacralisé la mémoire. Et ça, c'est dangereux. La sacralisation de la mémoire. C'est l'imposteur. J'ai parlé de ça, l'imposteur. Mais en même temps, on vit, et ce n'est pas un paradoxe, c'est logique, on vit dans une sorte de dictature du présent. C'est-à-dire, cette dictature du présent, c'est une conséquence d'un phénomène très évident, que c'est le pouvoir absolu du média aujourd'hui, sur notre vie. Absolu. C'est-à-dire, les médias ne reflètent pas la réalité, ils la créent. Ce qui n'est pas dans les médias n'existe pas. Et alors, pour les médias ont des choses très bonnes, bien sûr, mais ils ont des effets secondaires, des choses très mauvaises. Et pour les médias, ce qui s'est passé hier, c'est le passé.
Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est la préhistoire. Et alors on vit dans cette vision complètement fausse, selon laquelle, vous savez, le présent, on peut comprendre le présent seulement avec le présent. Et c'est complètement faux. Et le passé, c'est une chose qui n'a pas de relation avec nous. Et il y a quelques personnes comme Javier Cercas qui s'intéressent à lui, mais c'est dans les archives, dans les bibliothèques et tout ça, mais ce n'est pas intéressant pour comprendre le présent et pour vivre. C'est complètement faux. Parce que le passé, et surtout le passé auquel je suis intéressé, c'est un passé duquel on a encore mémoire, on a encore témoin. Et ce passé n'a pas passé. Ce passé, c'est une dimension du présent. Il fait partie du présent. Sans ce passé, le présent s'est mutilé complètement. On ne peut pas rien comprendre. Et alors, c'est parce que c'est une dimension du passé. Je cite toujours cette phrase de Follner qui dit « Past is not dead, it's not even past ». Le passé n'est pas mort. Il n'est pas passé. Il est présent encore. Et alors, à partir d'un certain moment, je dirais à partir de Soldats et Salamine, mes livres commencent à parler de ces présents plus gros, disons. Ces présents qui compris le passé. C'est le meilleur roman du monde, c'est incroyablement écrit par un Espagnol. C'est incroyable. Don Quijote, c'est un livre incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout c'est là, c'est-à-dire tous les romans possibles sont là, en germe. C'est comme il avait créé un germe. Je ne connais pas, il n'y a pas dans la littérature occidentale un cas comme ça, de la création d'un genre, et en même temps, il l'a épuisé. En même temps. C'est très extraordinaire. Et c'était un best-seller à son époque. C'était un livre très populaire à son époque. Mais sa leçon a commencé à être comprise 150 ans après sa publication. C'est incroyable. Parce que c'était un livre complètement populaire et complètement populaire et complètement révolutionnaire en même temps.